Alors, peut-être une première question dans la salle, dans le chat. Dans le chat. La combinaison présentait-elle des traces des résidus salins du fait de l'immersion ou avait-elle été entièrement dessalée préalablement à sa première exposition au musée de la Marine? On n'a pas trouvé de résidus de sel, parce que d'abord, elle n'a pas été utilisée depuis longtemps. La perméabilité de l'eau salée dans un caoutchouc neuf, parce qu'elle a été utilisée neuve, je ne suis pas sûr qu'elle soit très forte, et elle a été quand même nettoyée sûrement avant tout ça. Donc non, on n'a pas trouvé de résidus salés. Et les blanchiments n'étaient pas des sels ou des résidus, c'était vraiment des chantilly. Une question que vous présentez avant, je crois. Oui, donc Daniel Brosson, j'avais une question sur justement la combinaison. Vous disiez que c'était du caoutchouc naturel. C'est plus du caoutchouc naturel, il n'y a pas de charge. On a quand même une impression d'une opalescence, quelque chose qui ressemblerait à des charges type craie, des choses comme ça. Il y a peut-être qu'il y a eu quelques charges. L'analyse a surtout porté sur la nature du liant, enfin, du caoutchouc. Alors, si on avait bien un naturel, un on n'est pas un polychlorobenzène ou quelque chose d'autre. On n'est pas allé chercher aussi loin. S'il y avait une vraie charge, j'ai peut-être dit qu'il n'était pas chargé, il n'était pas coloré, je veux dire. Il a quand même la teinte blonde. Et dans les solubilisations des échantillons, il n'y a pas eu de dépôt? Non, on n'a pas de dépôt. On a de l'extrait de molécules organiques, parce qu'on voit que c'est une teinte, on voit bien sur les diapos qu'il y a une teinte assez prononcée, mais on n'a pas de dépôt. Après, les échantillons restent petits, parce qu'ils étaient malgré tout vraiment pas très grands. Peut-être qu'il aurait fallu regarder ça sous le microscope avec un labo. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Xavier Collin, je vais vous poser une question sur la première présentation. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de corrélation entre le jaunissement et le blanchissement et le type de polymère. Et par contre, est-ce qu'il pourrait y avoir une corrélation entre le jaunissement, blanchissement et le type de pigment qui a à l'origine de la matériaux? Parce que je verrais plutôt une corrélation avec le pigment que le polymère. Alors en fait, pour l'instant, on n'a pas eu le temps d'explorer toutes les combinaisons possibles. Mais en effet, dans l'analyse, il y a eu une collecte de molécules, toutes les molécules qui étaient identifiées sont sauvegardées quelque part. Et donc, on va pouvoir faire de nouvelles comparaisons, voir si on peut faire un lien entre ce qui a été créé en pyrolyse. Et je n'ai pas forcément insisté dessus pendant la présentation, mais tous les échantillons étaient passés en infrarouge. Mais pour l'instant, ce n'était pas forcément le principal objectif de s'intéresser aux charges du pigment qu'il y avait, mais effectivement, les données, elles existent. Donc, si on fait le lien, on peut peut-être voir quelque chose. Il y a une autre question dans le chat pour vous, Isabelle et Caroline, la première présentation. Est-ce que la base de données mise en place pour les analyses pyrolyse va être rendue publique? Oui. Voilà. Quelle plateforme, en fait, elle va être rendue publique? Alors, c'est un peu en réflexion. Je pense que ce sera probablement via le site de la BNF ou via Anne. Enfin, des choses qui seront vraiment en pleine source. Et juste pour dire, parce que du coup, on y travaille, on travaille surtout sur le format de partage de la base. Je ne sais pas encore comment ça va être partagé. Si ça sera, il y aura souvent des fiches par matériaux, par type d'élastomère avec du coup les marqueurs d'identification. Et l'idéal, ce serait aussi de pouvoir lier ce qu'on voit dans les collections par rapport aux différents matériaux. Mais voilà, on travaille pour l'instant sur le format de partage et sur le moyen de partage, c'est-à-dire où ça va être partagé. Et vous serez informés dès que ça sera public. J'ai une question, Sylvie Rabel. J'ai une question pour le premier groupe. Généralement, quand j'ai des étudiants et que je les forme à l'odeur des matériaux plastiques et pas que des élastomères, certains plastiques ont des odeurs très caractéristiques, j'utilise un référent olfactif, c'est-à-dire que j'ai des petits flacons
qui ont tous une odeur, et je me suis rendu compte que c'était quand même plus facile d'avoir quelque chose d'homogène dans les impressions si on avait un référent. Et donc ma question, c'est est-ce que vous utilisez vous-même un référent pour ces tests olfactifs? Bon, on peut dire que la référence c'était un peu mon nez, mais du coup c'était pas très. C'est une partie, celle du projet qui était trop expérimentale. On s'est lancé en disant on ne peut pas nous permettre les odeurs, mais c'est presque une recherche à part qui mériterait d'être largement développée. En plus, en parallèle, on a voulu se former avec les données irlandaises Identification School, etc. Puis tout ça, un peu tombé à l'eau avec le Covid, post-Covid. Donc, mais bon, on a quand même continué, mais c'était trop empiré. Notamment parce qu'en fait, les prélèvements que d'autres personnes ont fait, pas nous, des stagiaires, les auteurs n'étaient pas du tout. On n'a pas du tout tous le même nez, enfin, pas du tout, en tout cas différentes. Puis les termes étaient un peu subjectifs. Voilà, c'était un peu le tâtonnement et je pense que ça, si un jour on pouvait approfondir, ce serait un peu. Il y avait aussi des échantillons qui passaient la fois par mois qui avaient une odeur caractéristique et Caroline n'a pas trouvé une odeur différente, mais parfois ça sentait encore plus fort après qu'il ait été compressé entre deux lames de verre ou moins. Donc c'est vrai qu'on l'a présenté, mais c'est vrai que là c'était des données trop empiriques. Alors, on a une question dans le public de Monsieur Gilles Baraban. Merci. C'est une question précédée d'une remarque. Alors, inviter Sylvie Ramel avec ses petits échantillons pour faire une démonstration, c'est extraordinaire. Vous allez avoir des odeurs, voilà, des petits flacons, j'ai fait ça. Des petits rats, c'est pas mal, genre. Moi, j'ai une question plus sérieusement au propos du sol, de la Fondation de Corbusier. Est-ce que l'on connaît aujourd'hui, avec une référence historique quelconque, la couleur véritable de ce sol à l'origine? On a retrouvé des échantillonnés, par exemple, des gammes de couleurs qui permettent de connaître la couleur, parce que je pense qu'elle a jauni, viré, etc., par rapport à la couleur d'origine. Alors, moi, j'ai jamais trouvé, on en parlait tout à l'heure, moi, j'ai jamais trouvé de catalogue. Pourtant, j'ai cherché à cette occasion de cette journée. Je n'ai pas trouvé de catalogue avec des références. Il y a clairement, hein, on parle du numéro 60, 101, donc il doit y avoir quelque part. En revanche, le gris, si le rose ocre a effectivement, l'échantillon qu'on a effectivement viré, le gris n'a pas du tout jauni par rapport quand on parle d'un gris clair, c'est resté, enfin, il est très sale, ça reste un gris clair. Ça n'a pas jauni du tout. C'est une question qu'on s'est déjà posée. Ah oui, il y a une question. Là, j'avais une question justement un petit peu plus sur cette même problématique. Comme c'est un caoutchouc qui est encore en usage, comparativement à des collections de musées qui sont aujourd'hui plus utilisées, est-ce que vous avez prévu dans votre étude début de voir un petit peu historiquement quel a été l'entretien sur ce sol en caoutchouc, quels ont été les produits qui ont été utilisés sur le sol, etc. Et est-ce que ça a impacté l'état actuel de ce matériau? Alors, moi, je ne suis pas restauratrice, donc je peux retrouver les documents dans les archives vivantes de la Fondation. J'ai quelques éléments sur l'entretien, également aujourd'hui, et ça change très facilement. Et on ne sait pas trop comment, mais on modifie le produit ou on ne met plus rien. Voilà, c'est très subjectif, hein, le traitement de ces sols. Dès que la personne change, l'intervention change. Mais voilà, moi j'ai récolté ces informations, mais effectivement je ne sais pas dire si voilà, quel type de dommage, de dégradation peut avoir amené. Donc c'est ce qui m'intéresse dans la suite, surtout pour avoir aujourd'hui un protocole d'entretien pour essayer de le sauver et de ne pas se dégrade pas plus. Encore des questions.
Moi, j'avais une question pour François. Comme ce matin, on parlait des difficultés à faire la différence entre le latex, enfin, le caoutchouc naturel et synthétique à analyser. Je voulais savoir si tu savais quelles analyses avait fait le CCRP pour l'identification. Je m'y suis. Si c'était en infrarouge ou... Je crois que c'est un infrarouge, mais la de telle aussi. Qui est-ce qui t'avait fait l'analyse? C'était Alain ou... Non, c'était ni Alain ni Nicolas, c'est. Non, c'est. Oui. Moi, j'ai une question aussi pour François. Vu que tu as fait beaucoup de développements artificiels sur le caoutchouc par l'offre, j'imagine, est-ce que tu as testé du coup ton traitement à la gomme black? Est-ce que tu as essayé de faire des découvertes pour les faire revenir après? Donc la question c'est comment ça va se comporter ce traitement? Est-ce que tu as eu l'occasion de le faire? Non, je n'ai pas eu l'occasion. Je devrais mettre sur ton balcon. Je devrais en mettre sur un balcon pour quand ça vieillit. Mais une fois de plus, à l'INP, je viens quand même de l'atelier immobilier. On a quand même aussi beaucoup traité les vernis gomme lac. On a des vernis gomme lac qui ont quand même facilement des fois 200 ans, qui n'ont pas bougé. Je ne suis pas sûr qu'un caoutchouc exposé un petit peu à l'extérieur, alors peut-être pas dans des conditions parfaitement obscures, mais on va dire avec un peu de luminosité, tienne 200 ans. Sur ce constat-là, je pense que même si les gommes lac ne vont pas bien vieillir, parce que ce n'est pas le produit le plus stable, même si ça n'empêche pas qu'on l'utilise dans d'autres domaines de restauration ou des composés tout à fait similaires, des composés terpéniques, sans aucun problème. À mon avis, la gomme lac sera bien moins dégradée quand la combinaison, elle, sera vraiment dans un état malheureusement plus avancé. La question, elle est peut-être plus sur la question des interactions possibles. Alors, est-ce qu'il y a une compatibilité? Qu'est-ce qui va se passer chimiquement? Sans insérer un peu comme c'est alors, c'est un peu ce qui était dit ce matin sur l'encapsulation, le vernis un peu protecteur. Alors, on va plutôt espérer qu'elle va jouer un vernis protecteur. Le rôle du vernis protecteur, parce qu'un peu anti-UV à ce niveau-là. J'espère que ça va jouer là-dessus. Après, à voir. Rendez-vous dans 20 ans. Mais ça peut être le sujet de l'étude prochaine de les retester, effectivement. Tu pourrais avoir la réponse un peu plus vite qu'à terme de voir ce qui se passe. Si un laboratoire peut collaborer. Non, vraiment juste les mettre en vieillissement. Comme ça. Un vieillissement naturel sur le balcon de Marseille. Pour commencer. Alors, il y a une question justement suite à cette application de gomme lac sur le caoutchouc. Est-ce que ça entraînait un changement des propriétés mécaniques après séchage? Alors, non, dans le sens où on n'a pas testé, je n'ai pas testé la résistance mécanique de la gomme lac dans ses propriétés élastiques, plastiques et dureté. Je pense que quand on utilise la gomme lac, elle a quand même une légère souplesse. La couche extérieure du caoutchouc n'est pas non plus quelque chose de très résistant. Donc ça fait une petite consolidation supplémentaire. Après, c'est vraiment une couche très fine. Donc on est, par rapport à la masse de caoutchouc, une masse extérieure du caoutchouc dégradé, la gomme lac est une peau très très fine qui est posée en surface. Et toujours sur la combinaison, va-t-elle être présentée en permanence et les ferments va-t-il être communiqué? Alors oui, elle va être présentée en permanence dans une vitrine spécialement, on va dire dédiée aux combinaisons avec le scaphandre que j'ai montré tout à l'heure à côté qui sera à côté. Est-ce qu'il y a eu une... Nous, on a donné des préconisations d'éclairage. C'est pas ce qu'a fait le musée de la Marine ensuite. Alors, justement, sur cette combinaison, sur les parties qui sont plus claires, oui. Est-ce qu'il y a un suivi colorimétrique qui est prévu pour voir, par exemple, la vitesse, si ça devait devenir de plus en plus brun et rattraper peut-être la couleur à un moment donné et du reste de la combinaison, est-ce qu'il y a des mesures colorimétriques qui sont programmées? Pas que je sache. Ça pourrait être intéressant parce que ça permettrait de suivre les cinétiques dans le temps réel. Le temps de la parole, je crois, j'ai 2 autres questions. Excuse-moi, pour le sol et le Corbusier, sur les 2 photos, entre 2006 et 2007, vous montrez qu'il y a une différence. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un assombrissement qui est peut-être dû effectivement à une dégradation chimique ou un encrassement. Et je n'ai pas l'impression que votre réseau de craquelures il est augmenté. Non, justement, c'est ce que je disais, c'est que les craquelures
reste sur le côté. Donc, j'ai l'impression que c'est lié au nettoyage, au fait qu'on marche moins sur le bord. Et ce n'est pas des craquures ce qu'on a à l'intérieur de la pièce aujourd'hui. C'est un autre réseau de salissure, d'encrassement, ça c'est sûr. Et ce n'est pas du tout des craquures qu'on avait à l'origine. On avait en 2008 quand il avait été décidé de remplacer. Donc, effectivement, moi, c'est ça qui m'interpelle. Et du coup, par rapport à ce que vous avez dit sur le vieillissement et les 200 ans de la combinaison, le sol que moi j'ai étudié à 100 ans, et je pense qu'il peut rester, si bien entretenu, autant ne pas se décomposer. Et donc, voilà, je m'interrogeais par rapport à ce que vous avez dit sur le fait que la gomme lac vieillit. Disons qu'on a peut-être aussi la dimension de l'épaisseur. Une gomme lac reste toujours quelque chose. C'est moins d'un millimètre, ça reste une pellicule sur des vernis de quelques dixièmes. Si on prend que la couche du dixième de millimètre sur la surface du sol, je ne suis pas sûr qu'elle sera présente dans 200 ans. On va avoir une sorte d'usure qui va enlever ces couches pour toujours retrouver par abrasion une sorte de couche un peu naturelle. Est-ce que dans un certain temps, on ne va pas avoir une sorte d'abrasion totale du sol parce que les gens passent, parce que y a une photo d'oxydation qui rentre sûrement avec légèrement plus virulente, et en fait comportée aussi. Il y aurait peut-être une mesure d'épaisseur à faire, d'étude de l'épaisseur en fonction du temps du sol pour voir en fait si on n'a pas un amincissement, comme les parquets. Une érosion naturelle. Voilà, une érosion, un passage. Si je peux me permettre, sur les photos, ça se voyait des endroits qui étaient des zones blanches qui apparaissaient. On voyait que les endroits, il y avait une pellicule à surface qui était partie, ça s'était reblanchi un petit peu. Des endroits qui étaient plus sombres. Vous appelez la. Vous avez donné le nom de l'animal, là, c'est très La peau d'éléphant, moi je l'ai gardé pour mon vocabulaire descriptif, c'est très parlant. C'est des érosions avec des zones moins érodées à côté qui font que c'est pas le même état de glissement et ça fait des choses. En tout cas, moi je ne pense pas qu'une dégradation qui s'est modifiée depuis quelques années. Ce n'est plus du tout ces fissures, ce craquelage qu'on avait on voit très bien dans les photos de 2008. Aujourd'hui, il y a une autre type de dégradation, à mon avis. Est-ce que vous avez fait des mesures, des analyses chimiques de la surface de votre sol? Mais il y a eu des analyses. Des choses comme ça qui sont bien. Non, pour le moment, c'était des analyses pour identifier si c'était effectivement du caoutchouc ou pas. C'est déjà la grande découverte. Si c'est de l'oxydation, comme la polarité romane, ça explique pourquoi les salissures restent approchées. Donc, il faudrait regarder s'il y a une oxydation. Moi, j'ai encore une question pour Caroline. Par exemple, dans ces échantillons datés de 1935 à 2000, je ne sais plus, les deux premiers, 1935 et 1950, je trouve que le signal analytique est plus faible que sur les trois autres. Mais est-ce que, j'ai l'impression que les deux premiers n'avaient pas une couleur rouge-jaune et les autres étaient noirs. Et est-ce que la couleur ne pourrait pas influencer le rendu de l'analyse? Alors, je vais présenter cela parmi les NAIR modernes, mais j'en ai plein d'autres qui sont rouge, noir, blanc, jaune. C'est vraiment plutôt. Moi, j'ai constaté plutôt qu'il y avait dans les NAIR des groupes qui avaient cette signature en pluralise modifiée. C'est-à-dire qu'il y a l'isoprène, mais le primaire est beaucoup plus petit, il y a des primaires qui manquent, il y en a en plus. Donc moi, j'aurais tendance plutôt à supposer que c'est des matériaux qui ont changé avec le temps, l'environnement, etc. Mais c'est pas associé à une couleur. C'est vraiment, à mon avis, l'âge ou l'état. Je crois qu'on a dépassé notre temps, mais Gilles avait une petite Non, question. mais ça posait les unes derrière les autres, et à chaque fois j'en avais une nouvelle, mais donc j'en avais une juste éventuellement. Si j'avais eu une question à poser, j'aurais posé la question effectivement, celle du monitoring ou celle du suivi ces objets considérés stables, donc notamment pour la combinaison,
soit le sol, d'avoir comme un protocole de suivi qui permette effectivement de pouvoir mesurer les éventuels, enfin, détecter et mesurer les éventuels changements au fur et à mesure de votre survenue. Voilà, mais donc je ne vais pas développer plus. Et que si j'avais une deuxième question, mais je l'ai juste comme ça, ça pourrait être intéressant que de savoir ce que c'était que ce blanchiment à la surface de la combinaison, en renvoyant cette attaque du côté de nos amis scientifiques, et savoir effectivement si c'était quelque chose qu'on retrouvait sur les études espions, mais je ne pose pas la question parce qu'on n'a pas fait. D'une façon très rapide, ces déflorescences, je les trouve très souvent sur des caoutchoucs dégradés. Ce n'est pas la première fois que j'ai ce problème. C'est pour ça que j'ai réussi à trouver que j'avais déjà réfléchi à la question. Et je pense que la solution a été un peu expliquée ce matin dans la. Je ne sais plus qui l'a présenté, les problèmes des fluorescences, les microfissurations. Voilà. C'est de la microfissuration, c'est une chantilly. C'est un chantilly. Alors, microfissuration et chantilly, je pense que. C'est un chantilly. C'est pas une déflorescence, voilà. C'est pas un dépôt de matière, c'est un creux dans la matière. Oui, c'est quand même. C'est un chantilly. C'est un chantilly. C'est un chantilly. Je crois qu'on est amené à conclure cette première partie. Est-ce qu'on prend le temps de 15 minutes de pause, pas plus, pour être